Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On va continuer aujourd'hui avec la séance 3 de notre cours Économie des finances publiques. Et quelle est l'idée de notre cours, de ces cours-là? Bon, on est encore dans une étape introductoire. Et la séance 3, comme la 2, on voulait parler de l'action de l'État et son évolution sur longue période. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y avait les différentes formes d'action de l'État. Ça a été notre dernière séance où on a parlé des différentes formes d'action selon Richard Musgrave. Il avait la fonction allocation, la fonction stabilisation, la fonction gestion des crises, redistribution, stabilisation. Et aujourd'hui, on va voir comment ça se passe en pratique, comment ça s'est passé en pratique, comment ces actions ont évolué au fil du temps. On va parler de l'évolution de l'action de l'État sur longue période. Et je vais vous montrer pourquoi ça c'est important. Okay? La bibliographie, on a déjà étudié Richard Musgrave pour la partie 1. Et maintenant, pour cette action de l'État sur longue période, la bibliographie principale, c'est notre manuel, notre bouquin, Huart, Économie des finances publiques. Alors pourquoi j'aimerais parler des tendances des finances publiques sur longue période? D'abord, les prochaines séances seront vraiment pratiques. Je veux faire quelque chose de pratique avec vous. On va regarder les budgets 2024, 2023, les discussions sur les budgets 2025, où l'État, le gouvernement est en train de mettre d'argent, où il n'est pas en train de mettre d'argent. On va parler des choses qui sont vraiment à la une dans les journaux, ok? Néanmoins, lorsqu'on besoin les discussions sur les budgets de l'État, les budgets de la sécurité sociale, etc., aujourd'hui, très souvent, les gens ont une vision assez limitée des choses. Par exemple, on fait beaucoup de bruit autour des mesures qui ont été prises d'une année sur une autre. Par exemple, les budgets 2025, combien millions d'euros le ministère de l'Éducation a perdu par rapport à 2023? Combien la police a gagné par rapport à 2024? Des choses comme ça. Est-ce que c'est important de parler de combien tel ministère a gagné ou pas d'une année à l'autre? Oui, mais on peut pas avoir que cette vision de court terme, ok? Ce qui va distinguer un spécialiste en finances publiques, c'est non seulement la capacité de voir, d'analyser un budget et savoir combien tel ministère a perdu, combien tel ministère a gagné, mais aussi d'être capable de relier cela à des mouvements plus larges, à des tendances historiques, à des mouvements politiques, à des changements de plus long terme. Okay? Donc, pour dire qu'on va faire quelque chose de plus pratique, les prochaines séances seront plus pratiques, mais cette partie, elle est un peu plus théorique, mais elle est assez importante pour qu'on puisse faire une bonne analyse pratique après. OK? Bon, à la fin de ces cours, je vais mettre ce qui, moi, j'aurais mis sur le tableau aussi, pour vous donner un peu des repères. Mais bon, quelles sont les tendances des finances publiques sur longue période? Si on regarde les bouquins, si on regarde ce qui est écrit sur Internet, on va voir que la principale idée, c'est que sur longue période, la part des dépenses publiques dans la richesse nationale a augmenté de manière importante. Ça veut dire que l'État, et ici, encore à nouveau, je parle de l'État dans le sens international, ok, dans le sens large, l'État comme les collectivités, la sécurité sociale, c'est l'État dans le sens plus large, pas dans le sens de la comptabilité française. Sur longue période, la part des dépenses publiques dans la richesse nationale, donc l'État dépense plus, l'État dépense dans plus de choses. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi, pour qui? Les contextes importent. Ça veut dire, oui,
C'est vrai que les dépenses publiques ont augmenté au fil du temps. Mais les raisons pour lesquelles elles ont augmenté, ça change au fil du temps. Pour qui? Donc, les groupes qui ont profité les plus de ces dépenses, ils changent aussi au cours du temps. Donc, à chaque phase, on va avoir une action spécifique de l'État qui va profiter à certains groupes. Les contextes importent. Et c'est ça qu'on va essayer de distinguer de manière très, très générale ici. Si on regarde la part des dépenses publiques dans le revenu national, ça, ce sont des données des Reuters. Et si on regarde, moi, j'ai mis ça dans un graphique parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de voir comme ça. Vous allez voir que lorsqu'on analyse des dépenses publiques, parfois c'est en pourcentage de PIB, de produit intérieur brut, parfois c'est en pourcentage de revenu national. Donc, avant de vraiment faire des analyses, je voudrais juste, vous avez déjà étudié cela, j'imagine, mais juste pour donner un peu de clarifier un peu, les PIB et les revenus nationaux, ce sont des mesures, on va dire, similaires, proches, dans le sens où on va utiliser ce qu'on a. Parfois, les données disponibles sont en revenu national, les données disponibles sont en PIB, mais c'est une manière, il y a des critiques à cette manière de montrer les dépenses publiques, les volumes de dépenses publiques, mais c'est assez répandu. La différence, les produits intérieurs bruts, on peut penser que c'est les revenus, c'est la production faite à l'intérieur d'un pays. C'est pour ça intérieur, ok? Donc, dans les frontières d'un pays. Donc, on peut imaginer qu'une entreprise vietnamienne ou une entreprise allemande, pour une raison quelconque, elle produit à l'intérieur de la France. Ça compte pour les PIB de la France, ok? Ce qu'on compte, c'est ce qui a été produit à l'intérieur du pays. Les revenus nationaux, c'est ce qui a été produit, ce sont les revenus des résidents d'un pays. Pourquoi est-ce que ça change? Parce que parfois, s'il y a un résident en France, par exemple, et il produit quelque chose, il y a un revenu à l'extérieur du pays, mais qui lui appartient, qui appartient à ses résidents de la France, ça compte pour la France. En pratique, ça veut dire que si une entreprise française, par exemple, produit, fait des profits ailleurs et elle rapatrie ses profits en France, cela compte pour les revenus de la France. Ok? Ça ne compte pas, c'était pas une chose produite à l'intérieur de la France, mais ça compte pour les revenus de la France. Donc, les revenus nationaux, c'est un peu comme les PIB, mais on compte les revenus qui ont été reçus par les résidents et reçus par les résidents et envoyés ailleurs. On va faire la somme de ce qui a été reçu par les résidents et on va retirer ce qui a été envoyé par les résidents ailleurs. Bon, ça c'était juste une chose assez technique, mais pour vous illustrer que ce sont des choses similaires. Ici, nous avons l'évolution des dépenses publiques dans le revenu national et si on était en présentiel, j'allais vous demander qu'est-ce que vous remarquez de cette graphique. Ça, c'était pour les pays les plus riches au monde depuis le 19e siècle jusqu'à 2014. Bon, c'est facile de voir deux tendances principales. Oui, avant de continuer, je voulais aussi dire que toute cette analyse qu'on va faire aujourd'hui, c'est une analyse pour les pays riches, surtout l'Europe, les pays du centre, surtout l'Europe et les États-Unis. Ça nous donne beaucoup d'idées pour analyser les pays de la périphérie. Ok, il y a beaucoup de tendances qui sont similaires dans un certain sens, mais la temporalité de l'évolution des dépenses publiques n'est pas les mêmes dans les pays de la périphérie. Donc c'est important, ça nous donne des connaissances utiles, mais ici on parle vraiment de l'Europe et des États-Unis dans un premier moment. Il y a deux points très importants. Premièrement, on va voir qu'il y a deux pics, ok?
Et ce sont, on va dire, lorsque des moments où les dépenses ont explosé, de 14 à 19 et après de 39 46. Bon, euh, très facile de comprendre. 14, 19, 39, 46, c'était quoi? C'était les moments des deux guerres mondiales. Donc, dans un premier moment, les guerres ont fait exploser les dépenses publiques. Aussi, enfin, les montants, enfin, les prélèvements obligatoires, les impôts se sont aussi développés dans ces moments-là, parce que pour dépenser plus, il faut collecter plus d'argent. Et après, à partir de 46, surtout à partir de 47, on voit qu'il y a un mouvement de augmentation progressive. Ça veut dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi d'autres changements institutionnels, surtout la création des systèmes de sécurité sociale à partir de 45, qui vont expliquer cette augmentation graduelle de dépenses publiques au fil du temps. Donc les deux points, ce sont les pics pendant les guerres et après une augmentation des dépenses graduelles. Et très important aussi, on voit que les dépenses n'ont pas augmenté juste dans un pays. Okay? Elles ont augmenté dans tous les pays. Parfois, les niveaux peut-être changent. On peut voir qu'en France, c'est un peu plus élevé qu'aux États-Unis, par exemple. Mais dans tous les pays riches, les dépenses publiques ont augmenté au fil du temps. Ça veut dire que si on a des dépenses publiques qui augmentent, ça ne veut pas dire forcément qu'un État, il est en train de mal gérer son argent. Ok? Ça, c'est une tendance historique et commune à plusieurs pays riches. Ça, c'est important de garder en tête. Ça ne veut pas forcément dire qu'un État ne sait pas gérer son argent. Ici, je passe vite sur ces graphiques parce que c'est un peu la même chose, la même manière de montrer les choses. C'est les dépenses publiques dans les PIB, mais c'est encore plus évident lorsqu'on prend les tendances depuis 1800 qu'il y a des pics pendant les guerres et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une augmentation progressive dans plusieurs pays. Donc, les conclusions, les tendances sont un peu les mêmes. Et pourquoi j'ai mis ces graphiques? Parce que il y a ici la part des dépenses publiques dans le PIB pour les pays, disons, en développement. Et là, on peut voir aussi, observer qu'il y a une tendance aussi d'augmentation des dépenses, mais elle commence beaucoup plus tard, elle est beaucoup plus hétérogène. Donc, on ne peut pas vraiment faire les mêmes types d'analyses, mais ça nous donne beaucoup d'idées. Ça, je passe parce qu'on va parler de tout cela après. OK. Comment est-ce qu'on va diviser cette période-là? Les actions de l'État, on va dire que les actions de l'État comme identifiées par Musgrave, on va dire qu'elles ont augmenté, elles se sont diversifiées au cours de l'histoire. Cela aide à expliquer l'augmentation de la taille des finances publiques et on peut distinguer trois grandes périodes où cela a vraiment changé. Alors, Florence Huart, elle va mettre quatre périodes, elle va distinguer quatre périodes. Moi, je pense qu'il est entre-guerres, qui est ici en gris. Elle est un peu une période de transition. Donc, les plus importants, ce sont vraiment la période de libéralisme jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'interventionnisme qui commence dans les années 30 et le néolibéralisme qui commence dans les années 90. Oh, pardon, 80. Et ce sont dans cette période-là qu'on va se concentrer. C'est pas faux de parler de l'entre-guerres, c'est juste que, à mon avis, ça nous donne pas, ça ne contribue pas trop pour la compréhension des grands moments historiques concernant les tendances publiques.
Donc, on commence par la période dite libérale ou non interventionniste. Je voulais juste dire, parfois les étudiants vont parler la théorie non interventionniste, la théorie interventionniste, la théorie néolibérale. C'est correct de parler des théories libérales, mais pas des théories interventionnistes, pas des théories non interventionnistes, et même théorie libérale, parfois c'est critiqué. Les théories de chaque auteur, elles vont contribuer pour un moment qu'on va parler d'un moment libéral, ok, ou un moment néolibéral. Mais ça, c'est un moment, c'est pas une théorie spécifique. Donc, les contextes de cette premier moment non interventionniste où l'action de l'État, elle est limitée et elle est vue comme limitée. Elle commence du 19e siècle. Non, elle date même avant le 19e siècle, mais elle va jusqu'à la Première Guerre mondiale. Une chose que j'ai oublié de parler, mais je vais reprendre ici, c'est que on va étudier ces mouvements-là, ces moments, on va faire deux choses en parallèle. On va voir les tendances associées à chaque période, en termes des dépenses publiques, en termes des recettes, en termes des dettes. Et on va voir aussi, donc, ce qui s'est arrivé en pratique, ce qui est arrivé en pratique. Et on va parler aussi de l'idéologie dominante concernant les finances publiques dans chaque période. Ça veut dire les idées dominantes sur quelle direction les finances publiques devraient prendre. Est-ce que l'État devrait dépenser plus? Est-ce que l'État devrait dépenser moins? Dans qui? Pourquoi? Toutes les réponses à ces questions-là, elles ont évolué à travers les temps. On a différents penseurs qui ont donné différentes réponses pour ces idées. Et on va étudier les deux choses un peu en parallèle, ok? Les tendances et l'idéologie derrière ces tendances. Donc, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on a un contexte où le capitalisme était encore en train de se développer. Le libéralisme, vous avez déjà étudié Adam Smith, c'était une période marquée par la pensée d'Adam Smith et de penseurs comme lui, où on avait une idée du rôle de l'État qui était un rôle assez restreint. Okay? En général, les recettes et les dépenses de l'État devraient être relativement faibles et elles sont effectivement relativement faibles. Si on regarde par rapport au siècle d'après, les dépenses publiques à ces moments-là étaient autour de 10% de PIB et il y avait presque aucune dépense sociale. Donc, c'était un État vraiment limité. Si on parle de la France, par exemple, ce sont les dépenses de l'État central. Il n'y avait pas vraiment des dépenses des collectivités locales, des sécurités sociales. L'idéologie dominante, c'était le libéralisme classique. Donc, surtout Smith, on peut parler de David Ricardo aussi. Et les rôles de l'État, c'était un rôle minimal. Ça ne veut pas dire que l'État n'existait pas, mais ça veut dire que le rôle de l'État était d'assurer que les marchés, que les privés allaient fonctionner correctement. Donc l'idée, c'est que les marchés est la meilleure forme d'assurer la production, la distribution des choses. On va vendre, on va acheter à travers un prix, ça c'est les marchés, pour faire de profit, et ça c'est la meilleure forme d'assurer les fonctionnements de l'économie, ok? Et les rôles de l'État devraient être de garantir que cela allait bien marcher. Parce que, comme on a vu, même à la séance dernière, il y a plusieurs manières à travers lesquelles cette logique de marché, elle peut avoir des problèmes. Elle peut poser des problèmes. Comment est-ce que l'État pourrait aider à assurer le fonctionnement de marché? Bon, il peut, à travers la justice, garantir des droits de propriété. Si j'achète une maison, la maison est à moi. Une personne ne peut pas rentrer
et occuper la maison, même s'il n'y a personne dedans. Ça, c'est un exemple des droits de propriété. Si j'achète quelque chose, ça m'appartient. Et il y a des régulations, il y a des lois, il y a le maintien de l'ordre, donc la police, la justice, et il y a aussi des infrastructures de base, ok? Les ponts, les routes, les chemins de fer, ça, l'État joue là un rôle déjà fondamental pour permettre la liberté des échanges, le développement du capitalisme, mais c'est vraiment un rôle assez restreint. Pour les dépenses, on est dans une idée de limitation des dépenses. Ça veut dire les dépenses devraient être limitées au strictement nécessaire. L'action de l'État, elle est vue comme quelque chose qui ne devrait pas changer ce qui est donné par les marchés. Et si l'État il est petit, il n'a pas besoin de dépenser de l'argent et pas besoin de collecter beaucoup d'argent non plus. C'est ça c'est une idée de l'État minimal ou l'État gendarme, qu'on dit, qui est un État qui va garantir la défense, la police, la justice et les infrastructures, mais d'une façon très marginale. Okay? En ce qui concerne les recettes, non seulement elles devraient être restreintes aussi, parce que si on ne dépense pas trop, on n'a pas besoin de collecter, de prélever, de retirer pas trop des entreprises, des personnes. Mais plus que ça, il y a un principe de neutralité de l'impôt. L'impôt devrait être le plus neutre possible. Ça veut dire, il devrait changer le moins possible ce qui a été déjà effectué par les marchés. S'il y a des gens plus riches et il y a des gens plus pauvres, tant pis. D'un point de vue de l'État, les impôts ne devraient pas essayer de changer cela. S'il y a des entreprises qui marchent mieux, des entreprises qui marchent moins bien, tant pis, les impôts, on ne devrait pas utiliser les impôts pour essayer de changer cela. On a vu, par exemple, dans les cours des relations économiques internationales, non, qu'il y avait une idée de la théorie protectionniste que l'État pourrait, par exemple, mettre des impôts sur les importations parce que ça allait inciter les gens à acheter les produits nationaux et ça allait stimuler l'industrie nationale. On a vu ça, non? Et on a vu qu'Adam Smith, David Ricardo, ils étaient plutôt dans l'idée de libre-échange qui est contre cette idée d'utiliser des impôts, par exemple les impôts sur les importations pour stimuler les industries nationales. Ils prenaient pas ce type de politique. Ils n'étaient pas dans cette idée-là. Donc, vraiment, l'impôt ne devrait pas changer ce qui a été donné par les marchés. Et en ce qui concerne les dettes, on est dans les principes d'équilibre budgétaire. Ça, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Ça veut dire que comme l'État ne devrait pas changer ce qui a été donné, les recettes devraient être égales aux dépenses ou un peu plus importantes. Mais l'idée, c'est qu'il ne devrait pas avoir de déficit et il ne devrait pas avoir de dettes pour financer l'État. Peut-être, dans certaines circonstances très exceptionnelles, la dette, elle était acceptée, par exemple, pour faire de la guerre, mais c'était pas bien vu. Théoriquement, la dette, elle est interdite et surtout pas vue comme un instrument pour financer les dépenses courantes de l'État. Sauf que, comme l'histoire, elle est très intéressante, la théorie, elle est différente de la pratique. On dit, je sais pas si on dit ça en France, mais au Brésil, on dit qu'en pratique, la théorie, elle est autre. Et ce qui se passe en pratique, c'est que même si on a cette idée de l'État minimal, gendarme, etc., avec le développement du capitalisme, avec tous les événements géopolitiques de la première moitié du XXe siècle, la vision libérale, cet État petit, elle devient très obsolète. Elle commence à ne pas servir aux intérêts ni de l'État, ni de la population, ni des entreprises. Okay? Donc,
la population, les entreprises, plusieurs secteurs de la société commencent à demander, commencent à avoir besoin de plus d'intervention de l'État. Et ça change. Et là, on commence vraiment à avoir un questionnement de la théorie libérale. Un premier épisode qui marque cela, c'est surtout c'est la Première Guerre mondiale et puis la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les guerres. Et donc ici, on va commencer à voir les facteurs qui ont expliqué la forte augmentation des dépenses publiques, même dans un contexte de théoriquement une vision libérale. Et ça, ce sont des facteurs très exogènes, donc ce ne sont pas liés à des décisions de l'État pour augmenter ses dépenses. Oui, l'État a décidé d'augmenter leurs dépenses, mais ça a été stimulé pour des événements, des facteurs exogènes. Premièrement, les guerres. Okay? Donc, avec les guerres, on a une forte augmentation des dépenses publiques. Ici, on a Paris et Londres suite à des bombardements de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Pour que vous puissiez comprendre, premièrement, qu'on a bien sûr une augmentation des dépenses publiques parce que il faut investir dans l'armée, il faut payer les soldats, il faut envoyer les soldats ailleurs, il faut développer l'industrie d'armes, etc. Donc, on a une forte augmentation des dépenses publiques. Mais après aussi, après la fin de la guerre, les besoins des dépenses augmentent aussi. Pourquoi? Du côté social, l'État a besoin de dépenser plus avec des pensions aux victimes des guerres, d'aide aux victimes des guerres, aux soldats, aux familles des soldats, dépenses avec des soins de santé pour toute la population qui a été blessée. On a une augmentation des dépenses de ces côtés-là, sociales. Et du côté économique, on commence aussi à avoir une augmentation de besoins des dépenses pour reconstruire toute cette infrastructure qui a été détruite, pour relancer l'économie. Comme on va parler après, les périodes, par exemple, après la Première Guerre mondiale, on a eu la crise des 29 aux États-Unis. Cette crise a mené à une période de grande dépression qui a été non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Les années 30 ont été un moment des post-guerres et aussi d'augmentation du chômage, augmentation et ralentissement économique. Et là, on observe que les entreprises, les marchés, les secteurs privés n'avaient pas la capacité d'organisation, n'avaient pas l'argent nécessaire pour reconstruire tout ce qui a été détruit, pour relancer l'économie toute seule. On avait besoin d'un pouvoir plus large parce que l'État, il a une capacité d'organisation, de mobilisation des ressources beaucoup plus élevée qu'une entreprise privée à elle seule. Il a une capacité de collecter de l'argent, de lever de l'argent à travers des impôts, à travers des dettes publiques, beaucoup plus élevée qu'une entreprise à elle seule. Et donc, il a cette idée que c'est l'État, on a besoin d'une force supérieure pour relancer, reconstruire et relancer ce qui a été détruit par la guerre, ce qui a été détruit par les crises. Donc, ok, ça c'est un facteur, les guerres sont un facteur qui ont stimulé l'augmentation des dépenses. L'autre facteur qui a stimulé l'augmentation des dépenses au cours du XXe siècle, c'était l'industrialisation et le développement du capitalisme, qui a été un peu expliqué, on fait référence toujours, très souvent, à l'idée de loi de Wagner, qui a été développée par l'économiste allemand Adolf Wagner, qui est dans cette photo-là. On peut voir vraiment que c'est une figure qui a l'air très, très sympa. Et qu'est-ce que Adolf Wagner, il va dire? Il va dire que au fur et à mesure qu'un pays s'enrichit, les dépenses publiques ont tendance à augmenter. L'État a tendance à se développer. Ça, ce serait une conséquence naturelle du fait qu'on s'industrialise, du fait que les sociétés se développent, du fait que les sociétés deviennent plus complexes. Oups. Donc, ça, c'est une observation historique. Il va faire une observation historique. Il va voir que dans tous les pays
riches, qui étaient en train de devenir les pays aujourd'hui les plus riches du monde, il y a une augmentation des dépenses. Donc, cette augmentation n'est pas une anomalie. Le fait que la dette augmente, le fait que les dépenses augmentent, n'est pas une anomalie, n'est pas une défaillance d'un pays spécifique. Elle est plutôt, en grande partie, une conséquence naturelle du fait que les sociétés deviennent plus complexes. Ça, c'est la loi de Wagner. Donc, les dépenses publiques ont tendance à augmenter au fur et à mesure qu'un pays s'enrichit. Et il va dire qu'en fait, on a une tendance des dépenses à augmenter encore plus rapidement que la richesse nationale, que les produits intérieurs bruts. Et ça, c'est la question pour lui. Alors, pourquoi? Il y a certaines raisons, selon Wagner. On a surtout une demande croissante pour des services publics. Lorsque les individus s'enrichissent, lorsqu'on a une industrie qui se développe, les individus ont tendance à demander plus de services, ok? Donc, au fur et à mesure qu'un pays devient plus riche, on demande plus de services d'éducation, on demande plus de services de santé, on demande plus de transport, on demande plus d'infrastructures, et cela coûte cher à l'État. Si on pense, c'est étonnant de penser, mais à un moment donné, et pas si longtemps que, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas de système d'égout, dans une ville. Les gens jetaient leurs déchets devant chez eux, dans la rue, dans la rivière devant chez eux. Il n'y avait pas de système d'égout. Et créer un système d'égout qui passe par toute la ville, ça coûte cher. Même chose, l'éducation. À un moment donné, il n'y avait pas une éducation assurée pour tous. Si un enfant, s'il était pauvre, il n'allait pas à l'école, tout simplement. Créer un système d'éducation nationale, ça coûte cher. Donc, ces choses-là, elles coûtent cher. Et donc, ça explique une augmentation de la demande des dépenses de l'État. Une autre chose, c'est que lorsqu'une économie s'enrichit, et là, on peut penser aujourd'hui, ça c'est une chose importante de garder en tête aujourd'hui. Lorsqu'un pays et c'est le cas aussi pour les pays de la périphérie, lorsqu'un pays devient plus riche, les temps de vie a tendance à augmenter. Au début il n'y a pas si longtemps que ça, l'espérance de vie, même en France, elle était de 45 ans. Dans certains États, c'était 35 ans l'espérance de vie. Aujourd'hui, c'est quoi? 80, 85. L'espérance de vie a beaucoup augmenté de façon très importante au cours des 2 derniers siècles. Et si on a un allongement de la durée de vie, on a plus de dépenses avec des retraites, plus de dépenses avec la santé, plus de dépenses avec des allocations. Et ça, c'est bien. Heureusement, on a une tendance à augmentation de l'espérance de vie. Mais les tendances, on a une tendance à augmentation des dépenses et qui va plus vite, selon Wagner, que l'augmentation de la production économique, on va dire. Alors, est-ce que la loi de Wagner, elle est vraie ou pas? On peut penser qu'il y a un fond de vérité parce que si on regarde les tendances historiques, il y a une augmentation tendancielle des dépenses, mais néanmoins, il faut faire attention, ok? La loi de Wagner, elle est un peu déterministe. Elle va dire, oui, les dépenses ont tendance à augmenter de manière presque naturelle, et ça, c'est pas vrai. Parce que si les dépenses publiques ont augmenté de façon structurelle dans les pays industrialisés, si elles augmentent dans les pays qui sont en train de s'industrialiser, il y a aussi une différence au niveau des choix politiques. Les choix politiques importent. Ça veut dire que dans certains pays, par exemple, les États-Unis, ils ont décidé de dépenser beaucoup moins. Les gouvernements ont décidé de dépenser moins avec la santé, moins avec l'éducation que plusieurs pays en Europe. Et donc, les dépenses dans ce secteur-là sont plus petites aux États-Unis, par exemple, pour les gouvernements.
ou encore dans les années 80, à partir des années 80, les États, dans les États-Unis, en Europe, on a des choix politiques pour réduire l'action de l'État. Et là, les dépenses publiques ont ralenti. Ok, on n'a pas une augmentation des dépenses comme on avait avant, même si le capitalisme continue à se développer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un fond de vérité dans la loi de Wagner, mais il ne faut pas être déterministe, dire oui, ça a tendance à augmenter, c'est automatique. Les choix politiques comptent et parfois les gouvernements prennent des décisions pour restreindre, pour réduire l'action de l'État, pour contraigner, pour imposer des restrictions à l'action de l'État, et ça compte. Et ça va ralentir les dépenses publiques. Bon, donc voilà, ça c'est que je voudrais dire pour la loi de Wagner. Et puis, finalement, une troisième raison pour l'augmentation des dépenses publiques à cette époque-là, c'était la crise des années 30, qui a été une crise en Europe, qui a été une crise aux États-Unis, même le Brésil, par exemple, c'est un pays que moi je connais un peu mieux, même au Brésil, lorsqu'on a la crise aux États-Unis qui va se disséminer aussi, il a la crise en Europe, même le Brésil a souffert les conséquences de ces crises, lui, il a aussi entré en crise pendant les années 30. Donc, les années 30, c'était une période de crise dans plusieurs pays du centre et de la périphérie. Ici, par exemple, on peut voir, c'était un journal de la France, en France, 25 000 chômeurs manifestent aux portes de Paris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a là pendant les années 30? À la fin des années 30, non, à la fin des années 20, on commence à avoir une crise économique aux États-Unis qui va inaugurer une période de récession, de ralentissement économique, des licenciements, les chômages augmentent beaucoup et la pauvreté augmente beaucoup aussi dans plusieurs pays. Ici, on a aux États-Unis, à gauche, une photo aux États-Unis des gens qui sont au chômage et qui mettent des affiches sur eux-mêmes pour essayer de trouver un boulot. À droite, on a la marche de la faim des chômeurs du Nord à Paris, en France. Quelle était l'idée de la marche de la faim des chômeurs du Nord? Et ça, c'est un exemple pour montrer qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Avec cette crise, surtout les régions industrielles de la France, où on avait des mines, où on avait des textiles, où on avait des métallurgies, elles ont été affectées par la crise. Il y a eu une énorme vague des licenciements. Les gens ont été licenciés et parce qu'il n'y avait pas un réseau d'aide de l'État, à cette époque, il n'y avait pas d'assurance chômage, à cette époque, il n'y avait pas des allocations pour aider les gens qui sont au-dessous de la ligne, en dessous de la ligne de pauvreté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont dans un chômage élevé et ils souffrent des faim. Ils ont pas à manger, ils ont pas avec quoi vivre. Et pour attirer l'attention à cette situation très problématique, on va avoir par exemple des syndicats, des ouvriers qui vont s'organiser collectivement, ils vont organiser par exemple ces marches d'une ville à l'autre pour attirer l'attention des autorités, de l'opinion publique, pour la gravité de cette situation-là, pour leur situation de précarité, pour le fait qu'une fois qu'ils sont au chômage, ils n'arrivent pas à trouver des boulots, ils n'ont pas de l'argent pour se loger, pour manger. Donc, ils demandent une aide de l'État, on va dire un réseau de protection contre ces risques-là c'était le capitalisme qui a produit. Parce que dans une économie qui n'est pas capitaliste, on peut penser par exemple une petite communauté ou une tribu indigène par exemple,
Il n'y a pas le concept de chômage, il n'y a pas de concept de salaire. Si vous n'avez pas besoin d'avoir un certain montant d'argent à la fin du mois pour avoir quoi manger, ok? Ces types de fonds-là, ces types les problèmes qui sont posés par l'effet de ne pas avoir un boulot, par l'effet de ne pas avoir un salaire, l'effet que si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de quoi manger, ça, ce sont des problèmes créés par l'organisation d'un système capitaliste, créé par la façon dont une économie capitaliste est organisée. Et donc, il y avait cette demande, ok, c'est le système qui a créé ce type de problème, c'est au système aussi de nous aider à les résoudre, à nous protéger de ces risques. Bon, donc on avait là une demande pour une augmentation des finances publiques, pour des dépenses publiques aussi, à cause des effets de la guerre et à cause de la crise économique des années 30 et à cause du développement du capitalisme. Et dans tous ces contextes-là, on observe que l'approche libérale de l'État, elle n'est pas suffisante. La vision libérale comment ça ne suffit pas, elle est incapable de répondre aux besoins de la population. Et on va avoir une autre idéologie et une autre forme d'action de l'État qui commence surtout dans les années 30 et de manière importante dans les années 30, mais de manière très importante à partir des années 50. Alors, on a des changements au niveau de la théorie et on a les changements au niveau de la pratique politique. Une fois, donc on a plus d'interventionnisme tant en théorie comme en pratique. Okay? Une chose que je voudrais dire, un petit PS ici, c'est que parfois, les étudiants ont tendance à penser que la pratique politique, elle a été informée par des nouvelles théories de l'époque. Ça peut donner l'impression que on a des responsables politiques qui vont lire les idées de Keynes, par exemple, qui prenaient plus d'intervention de l'État, et ils vont dire « Ah ouais, c'est une bonne idée, je vais implémenter cela ». Et en fait, l'histoire, elle est beaucoup plus compliquée que ça. En fait, la théorie et la pratique, elles vont se nourrir eux-mêmes. Donc, la théorie va avoir une influence sur la pratique politique et la pratique politique va avoir une influence sur la théorie. Okay? Vous savez déjà que Keynes, par exemple, il prenait plus d'intervention de l'État. Il a publié son article, son bouquin plus qu'en 1936, mais déjà en 33, et même au Brésil, avant 36, on avait déjà des politiques publiques pour augmenter l'intervention de l'État, très en ligne avec ce que Keynes y prenait, mais quelques années avant. Donc, je voudrais dire, l'idée, c'est qu'on a un changement dans les contextes qui va permettre l'ascension de nouvelles idées et aussi l'ascension de nouvelles pratiques politiques, mais qui une va avoir une influence sur l'autre. Ce n'est pas la théorie qui va déterminer la pratique. Et ça, c'est une chose importante pour penser parce que ça, c'était les cas avant, ça, c'était les cas dans cette phase, ça, c'est les cas aujourd'hui. On n'a pas un déterminisme de la théorie sur la pratique ou le contraire. Bon, donc on commence là. Vous avez déjà étudié l'idée de Keynes. En 30, on a une ouverture à plus d'intervention de l'État qui va se consolider surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et les rôles de l'État étaient vus comme quelque chose, une action qui devrait être de relancer l'économie, de stimuler de l'économie et d'augmenter le bien-être social. Et on fait un rapport pour la partie économique à John Maynard Keynes, pour la partie du social à William Beveridge, qui était si en France on pense par exemple à l'État-providence, à cette idée que l'État devrait garantir le bien-être des gens dès leur naissance jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'était une idée surtout connue
on fait référence surtout à William Beveridge, qui a pensé le système de sécurité sociale en Angleterre en 1945. Bon, pour Keynes, on va commencer là. Vous avez déjà étudié cela, mais l'idée, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, l'idée pour Keynes, il était contraire à l'idéologie libérale. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner des arguments théoriques pour justifier pourquoi l'intervention de l'État serait bénéfique, serait nécessaire pour relancer l'économie, surtout après les crises. Ça, c'est le contraire de la vision libérale où l'intervention de l'État ne serait pas bénéfique, devrait être le plus neutre possible. Pour Keynes, c'est le contraire, l'État ne devrait pas du tout être neutre. Parce que si on est en récession, si on est en crise, un État neutre ne va pas solutionner les problèmes. Dans un moment de crise, on pense les entreprises ont peur d'investir parce qu'elles ont peur de ne pas vendre ce qu'elles ont fait. Les gens ont peur de s'acheter des choses, de consommer parce qu'ils veulent épargner leur argent parce qu'ils ont peur de la crise. Et donc, si les entreprises ne produisent pas, si les gens n'achètent pas, il va dire c'est à l'État de le faire. Parce que l'État, il n'a pas besoin de faire de profit, l'État, il peut faire de la dette, l'État n'a pas ces contraintes, toutes ces contraintes-là qui sont les contraintes des entreprises publiques, des privées, des ménages. Et donc, c'est à l'État d'injecter de l'argent de l'économie. C'est à l'État de produire, c'est à l'État d'embaucher, c'est à l'État faire augmenter les salaires dans l'économie pour que les entreprises privées, pour que les ménages, pour qu'ils puissent perdre la peur de dépenser, ok, et d'investir. Ici, j'ai mis, justement pour vous donner un exemple, des WPAs, donc les États-Unis, ils vont lancer ce qu'on appelle des New Deal. Et ça, c'était quelques années avant la publication de la principale théorie de Keynes, même s'il avait déjà publié certains textes avant 1936. Ici, les WPA, c'était quoi? Par exemple, c'était une agence publique. Ça, c'était pendant les années 30, donc des années de récession. Et pour sortir les États-Unis de la récession, à un moment donné, les États-Unis ont changé d'approche. Et les WPA, c'est un très bon exemple. C'était une agence publique pour faire des travaux, pour faire des infrastructures financées par l'État. Et dont l'objectif n'était pas construire des infrastructures en soi, mais aussi de créer des emplois, ok, d'augmenter les salaires, d'augmenter la demande pour stimuler de l'économie. Donc, on avait énormément de travaux, énormément de dépenses publiques avec les bouts de créer des emplois. En même temps, dans les années 30, on avait aussi une prise de pouvoir dans plusieurs pays de la gauche politique et on avait des réformes de gauche, qui est bien sûr aussi une autre force pour augmenter l'intervention de l'État. On a la prise de pouvoir de plusieurs partis des gauches. En France, on a les Fronts populaires qui prend le pouvoir en 1936 aussi. Et ils vont augmenter les droits des travailleurs, par exemple, réduire les heures de travail, augmenter les congés payés, créer des congés payés, créer des grèves payées. Et tout cela va avoir un impact sur les finances publiques aussi. Donc, va avoir un impact dans le sens où l'intervention de l'État, non seulement les dépenses de l'État ont augmenté, mais elles ont aussi été légitimées. On a une vision plus positive de la vision de l'État. Il a plus d'ouverture idéologique à cela. Et pratique aussi. Et en parallèle, avec Beveridge, dans les années 40, on a cette idée d'universalisme, d'une politique sociale qui devrait aider les gens dès sa naissance dès leur naissance jusqu'à la mort. Et on a la création des systèmes d'État-providence. Je n'aime pas trop cette expression État-providence parce que ça donne une idée que
l'État va donner quelque chose aux gens, quand en fait les gens vont contribuer beaucoup à financer cela. Mais bon, ça c'était l'idée de développer des systèmes de sécurité sociale, des santé, des retraites, des allocations contre la pauvreté, etc. Pourquoi? Parce que ça, et ici dans la photo, on voit Ambroise Croizat en train de signer la création du système de sécurité sociale en France en 1945. Mais on a aussi dans d'autres pays, dans la France, dans le Royaume-Uni, dans la Suède, la création de systèmes de sécurité sociale dans les années 40. Puis on a des avancées aussi en Italie, en Allemagne, etc. Pourquoi? Parce que c'était évident que les marchés par lui-même n'allaient pas garantir la réduction de la pauvreté, n'allaient pas garantir la santé pour tous, et il y avait des mouvements sociaux pour créer des systèmes de sécurité sociale. Bon, donc voilà, donc ils vont créer des dispositifs pour protéger de ces risques créés par le capitalisme lui-même. Alors, si on fait un lien avec la séance d'avant, qu'est-ce qu'on peut dire? On pourrait dire, ici, attends, je passe ça, on peut dire qu'au total, pendant cette période, l'intervention de l'État dans l'économie, ça c'est Florence Ward qui a dit, consistait à réaliser, selon la typologie de Musgrave, 3 grandes fonctions: l'allocation des ressources, la redistribution et la stabilisation de l'activité économique. Donc, on observe que l'intervention de l'État a augmenté parce que on a une diversification des formes d'action de l'État. Non seulement un État qui va garantir des infrastructures minimales, mais un État qui va vraiment interférer dans l'économie pour redistribuer des revenus, comme par exemple, c'était le cas avec la création des systèmes de sécurité sociale, de stabiliser l'activité économique, comme c'était le cas par exemple avec les partis, les programmes de gauche, les partis, les programmes de relance économique, etc. Une chose à dire. Donc, dans cette période interventionniste, en ce qui concerne les dépenses de l'État, comme on avoue, on a une diversification de l'action de l'État qui aide à expliquer pourquoi les dépenses ont beaucoup augmenté à partir de 1945. On a un principe de non-limitation des dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'action de l'État, elle était perçue comme bénéfique, alors il n'y avait pas de raison de limiter les dépenses. En fait, il fallait dépenser plus pour ces différentes fonctions. Et pour finir, il y a une autre chose qui aide aussi à expliquer pourquoi à partir de 1945, les dépenses publiques commencent à augmenter et de façon structurelle, de façon progressive, qui c'est la loi de Balmol ou la loi de la maladie des coûts. Alors, j'avoue que j'ai hésité un peu à mettre cela ici, mais je pense que c'est très important pour nous d'avoir en tête qu'est-ce que c'est la loi de Balmol, parce que aujourd'hui, elle nous aide beaucoup à comprendre certains défis qu'on observe, même en France, 2025, dans des secteurs comme le secteur de la santé, comme le secteur de l'éducation. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de difficultés à garantir la continuité de la qualité du service public, même si on a des dépenses importantes? Et là, la loi de Balmol, elle nous donne des idées. Donc, je voudrais vous expliquer un peu de quoi s'agit. La loi de Balmol, il a dit certaines choses. Il a commencé à parler surtout pour les secteurs des spectacles, de spectacles, mais ça sert pour des secteurs comme l'éducation et la santé aussi. La loi de Balmol, elle va expliquer pourquoi il y a une tendance d'augmentation des dépenses dans les secteurs publics et une augmentation des dépenses plus que dans les secteurs privés. Ça veut dire que les dépenses dans le secteur public, de plusieurs manières, elles ont tendance à augmenter plus rapidement, de manière plus prononcée que dans le secteur privé. Okay? Et ça, c'est dû à la nature de l'activité étatique
elle-même qui est différente de la nature de l'activité de privé. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? La loi de Balmol, je pense qu'elle est d'actualité parce que si on pense aujourd'hui à des secteurs comme la santé ou à des secteurs comme l'éducation, des secteurs sociaux, comme on dit, la loi des Balmol nous donne des exemples pour comprendre cela parce que aujourd'hui, il y a en même temps, les gens observent dans ces secteurs une détérioration de la qualité. Donc, on est toujours en train de parler du fait que la qualité dans les secteurs de l'éducation publique se dégrade. La qualité, les hôpitaux sont toujours en crise. La qualité du service de santé publique se dégrade. Donc, d'un côté, on a cette idée de détérioration du service public dans ces secteurs. Et d'autre côté, si on regarde les chiffres, si on regarde combien les gouvernements dépensent en milliards d'euros avec la santé, combien ils dépensent en milliards d'euros avec l'éducation, en valeur absolue, ça augmente au fil du temps. Et donc, il y a ces paradoxes, et ça, c'est un paradoxe qui m'a beaucoup poussé à écrire, à choisir mon sujet de thèse, en fait. Ces paradoxes, comment est-ce qu'on peut expliquer que d'un côté, les valeurs, les montants des dépenses publiques en santé, en éducation augmentent, et en même temps, on a une détérioration des services apparente. Et là, c'est paradoxe, il y a plusieurs choses qui aident à expliquer cela. Ce n'est pas que la théorie expliquée par Balmol, mais ça c'est une partie importante de qu'est-ce qui se passe. Donc, William Balmol, il va parler du fait que la différence dans ces secteurs, on va dire des secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, qui sont typiques de l'action de l'État, c'est que ce sont des secteurs qui sont très intensifs en main-d'œuvre, en travail. Okay? On a besoin des gens pour les assurer. Et à cause de cela, les coûts ont tendance à augmenter de façon rapide. Et si les coûts ont tendance à augmenter de façon rapide, les dépenses ont tendance à augmenter de façon rapide, plus rapide aussi. La meilleure façon d'expliquer cela, c'est de comparer ce qui se passe, par exemple, en santé et en éducation, avec des secteurs de l'industrie qui sont typiques de l'action privée, pour voir pourquoi c'est différent. Si on pense à l'industrie automobile, par exemple, si on pense à qu'est-ce qui se passe avec l'industrie automobile au cours du dernier siècle, on observe que la productivité a augmenté de façon très rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les années 20, il fallait, je sais pas, 12 heures environ pour qu'un travailleur puisse faire une voiture. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. On a besoin de beaucoup moins de travailleurs qu'avant pour faire la même quantité de voitures. Et on peut penser à plusieurs secteurs qui sont comme ça, en fait. Qu'on peut faire, où on peut faire beaucoup plus aujourd'hui avec beaucoup moins de personnes. Et ça, c'est un problème. On a déjà discuté ça parce que il y a une augmentation, l'automatisation mène à une augmentation de chômage, etc. Mais bon, ça va étonner personne de dire qu'aujourd'hui, dans l'industrie, on fait beaucoup plus de produits, on augmente la production avec beaucoup moins de personnes par quantité produite. Alors, Baumol va dire qu'on ne peut pas faire exactement la même chose dans des secteurs qui sont intensifs en travail. Par exemple, si une infirmière, elle soignait, elle prenait, elle assurait les soins, elle prenait soin on va dire, 5 personnes par heure dans les années 20. Aujourd'hui, une infirmière ne peut pas s'occuper des 50 personnes par heure. Okay? Un médecin, par exemple, si dans les années 20, il faisait 2 consultations par heure,
Aujourd'hui, il ne peut pas faire 60. Dans ces secteurs, pour la même quantité de services, de santé, d'éducation, on a encore besoin des gens. On ne peut pas réduire le nombre de travailleurs nécessaires dans la même intensité que dans l'industrie. Donc, dans ces secteurs qui sont intensifs en travail, ce seront des secteurs qui sont lourds en salariés, en salaire. On a besoin des salariés, on a besoin des salaires. Et les salaires en économie, ils ont tendance à augmenter de manière progressive. Hein, moi, je peux pas. Si les salaires augmentent de plus en plus, les secteurs qui ont besoin des salariés et des salaires, ils vont avoir des coûts importants. Et pour avoir ici, ils ont des coûts importants, ils vont avoir des dépenses importantes aussi. Alors, au-delà des salaires, en santé et en éducation, surtout en santé, Balmol n'a pas parlé de ça, mais moi je voudrais ajouter cela parce que c'est très important pour la question de la santé publique aujourd'hui. Pour la même quantité, donc si vous avez compris, juste pour m'assurer que vous avez bien compris, l'idée c'est que pour la même quantité de services produits, on change pas, on n'augmente pas la quantité des services, mais des services de santé par exemple, mais même si on reste avec la même quantité de services, les dépenses ont tendance à augmenter parce que les coûts ont tendance à augmenter. Et aujourd'hui, ça c'est très vrai dans la question de la santé parce qu'avec les développements technologiques, dans certains secteurs de l'industrie, les développements technologiques ont tendance à réduire les coûts des choses. Donc, un smartphone, par exemple, il coûte beaucoup moins cher aujourd'hui qu'il y a 20 ans par rapport au pouvoir d'achat des personnes. Dans la question de la santé, les progrès technologiques augmentent les coûts. Ils réduisent pas les coûts. Donc, pour l'assurance maladie, ça, c'est un défi très important parce qu'avec la même quantité d'argent, on peut assurer moins de choses aujourd'hui. OK? Pourquoi? Si on pense, par exemple, on n'a pas parlé de développement technologique, mais c'est une extension qui est très pertinente. Si on pense à soigner une jambe, par exemple, ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui pour l'assurance maladie que dans les années pour un médecin, pour nous, qui est dans les années 20. Avant, si on cassait une jambe, qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins, il allait regarder, il allait dire ouais, c'est cassé, on mettait en attelle, on boit probablement, et on priait pour que tout aille bien. Aujourd'hui, si on casse une jambe, on fait des examens d'imagerie pour voir la blessure, on l'immobilise avec des équipements plus avancés, on prend des médicaments, on met une plaque si nécessaire, on fait d'autres examens après, et tout cela, les médicaments, les examens, les chirurgies, tout cela coûte beaucoup plus cher qu'avant. Et d'une certaine manière, c'est très bien. Ça veut dire que la médecine progresse, qu'on a la capacité de se soigner beaucoup mieux qu'avant. Mais l'important, c'est que cette tendance progressive à l'augmentation des coûts dans des secteurs sociaux, à cause de la tendance d'augmentation des salaires, à cause de la tendance d'augmentation des prix suite au développement technologique, cela aide à expliquer pourquoi aujourd'hui on observe une détérioration des services apparente, même si on dépense plus, même si on continue à dépenser de l'argent. C'est parce que si les coûts augmentent, cela veut dire que les dépenses vont augmenter, même pour une même quantité de services, ou même pour des services qui n'augmentent pas au même rythme. Okay? Donc voilà. Et ça, c'est ici juste pour vous expliquer, vous donner une idée. Je trouve que ça, c'est un graphique très intéressante qui vient des analyses de l'idée des Balmol. Ça, c'est pour les États-Unis, c'est un peu spécifique parce que le système d'éducation et de santé publique aux États-Unis n'est pas la norme en Europe. Mais de toute façon, je peux vous dire que dans les pays riches et dans tous les pays, il y a une tendance on observe une tendance dans les mêmes sens, même si c'est pas si prononcé qu'aux États-Unis.
très souvent. Ici, on a l'évolution des prix à partir des années 80. Donc, 100, ça veut dire quels étaient les prix dans les années 80. Et ici, par exemple, si on est à 400, on peut dire que les prix a augmenté 4 fois. Le prix est 4 fois plus large que dans les années 80. Et qu'est-ce qu'on regarde? Si on regarde l'évolution des prix de différentes choses aux États-Unis, ici, on a les prix pour l'enseignement supérieur. Et on va voir que c'est presque 4 fois ce qui a été dans les années 80, donc l'éducation. Ici, la santé. Donc, on voit aussi que les prix augmentent beaucoup plus que dans d'autres secteurs. Et si on regarde où est-ce que les choses sont moins chères qu'avant, où on dépense moins qu'avant pour la même quantité de services, on a des jouets, on a des vêtements, on a des voitures. Donc, c'est très évident comment ces secteurs-là, ou qui sont typiques de l'action privée, on a une tendance à la réduction des dépenses pour une même quantité de services, les prix, ils diminuent. Et pour l'éducation, la santé, c'est le contraire, parce que ce sont des services intensifs en travail. On ne peut pas réduire de manière presque illimitée la quantité de personnes nécessaires. Donc voilà, je trouve que ça, c'est un insight important. Et cela explique l'augmentation. Ça, c'est un graphique assez intéressant aussi. Ce sont les dépenses publiques mais réparties par les types d'actions de l'État. Donc, utilisation des recettes fiscales en pourcentage de revenu national, où est-ce que l'État a commencé à dépenser. Et ici, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Suède. Et on observe que l'action typique de l'État, Hongrie, l'armée, la police, la justice, l'administration, ce n'était pas ça vraiment qui a causé l'augmentation des dépenses à partir des années 10 et surtout à partir des années 80, à partir des années 50. C'était plutôt les autres types d'actions de l'État. On va avoir l'éducation en violet, les pensions des retraites en vert, la santé en rouge, les allocations familiales pour aider la famille, contre la pauvreté, contre le chômage, etc. Et de dépenses sociales en général. Donc voilà, c'est vraiment la diversification des rôles de l'État vers d'autres manières d'agir dans l'économie qui expliquent la montée, l'évolution des dépenses sociales à partir des années 40-50. Voilà une autre manière de montrer ça. On voit la part des dépenses sociales dans les PIB pour plusieurs pays aujourd'hui riches. Et on voit vraiment cette augmentation très prononcée à partir des années 40. Bon, pour financer cela, et ici on va finir dans la période interventionniste, ok? On va parler de la période néolibérale live parce que je pense que c'est plus intéressante. Mais pour finir avec cette partie, si on a besoin de plus de dépenses, on a besoin de plus de recettes. L'argent, il doit venir de quelque part. Et en termes de recettes, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a à cette époque, pour financer plus de dépenses, on a besoin de plus de recettes. Donc, il y a une augmentation des prélèvements pour financer les politiques. On a aussi une augmentation de la progressivité de l'impôt. Ça veut dire cette idée on va taxer les riches plus que les pauvres parce que les riches, comme ils ont plus d'argent, ils doivent contribuer plus pour le financement de l'économie parce que l'impôt et comme ça, on pourrait peut-être réduire un peu les inégalités qui existent dans l'économie. Ça, c'était une idée aussi de cette époque-là. Oups. Pardon. Des recettes. Et donc, on a une augmentation des prélèvements pour financer les politiques, une augmentation de la progressivité de l'impôt. Et comme ça, on a une augmentation des recettes totales. Ok? Les recettes ont augmenté. Alors,
Lorsqu'on regarde, OK, les dépenses ont beaucoup augmenté à cette époque-là. Donc, les gens, parfois, ils ont tendance à penser, la dette publique, elle a augmenté aussi. Mais en fait, pas du tout. Même si on a utilisé la dette de manière volontaire pour stimuler l'économie, des dépenses de manière volontaire pour stimuler l'économie, c'était une époque où l'action de l'État elle était efficace pour augmenter la croissance, stimuler la croissance économique. Et si on a plus de croissance, on a plus de dépenses, mais on a plus de recettes aussi. Ça veut dire que si on regarde les dettes publiques à cette époque-là, ici, on peut voir, ça c'est en rouge, c'est la dette pour les pays riches de G20, donc les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, pardon, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada. On voit qu'en fait la dette a diminué et puis elle a passé jusqu'à les années 80, elle était un peu stable, ok, et à un niveau assez moins élevé de ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que même si un État dépense plus, si on a une croissance économique forte, on a un chômage faible, la conséquence, c'est plus de revenus pour les impôts qui viennent des impôts, plus de revenus qui viennent des cotisations, parce qu'on a des croissances de l'emploi. Ça veut dire des déficits publics plus faibles et des dettes plus faibles. Okay? L'endettement public à cette époque-là, il était autour des 20, de 30, 20, 10% en Allemagne, 25% de PIB en France, 10% de PIB en Allemagne. Et ça veut dire que l'histoire montre que ce n'est pas parce qu'un État intervient plus et dépense plus que les finances publiques vont forcément se dégrader. Tout dépend de est-ce que ça, c'est une dépense capable de relancer l'emploi, de relancer les croissances, parce que ça permet à l'État d'augmenter les recettes aussi. Et donc voilà, et ça, c'est une période d'actualité parce que pendant la pandémie, par exemple, on a assisté à une flexibilisation au départ des finances publiques, une augmentation, une flexibilisation, on va dire. Les États, ils étaient forcés à dépenser plus avec la santé, avec les allocations, etc. Et il y avait un espoir pour plusieurs économistes qu'après la pandémie, on aurait un retour à cet État qui intervient pour relancer l'économie, qui intervient pour sortir les gens de la pauvreté, un changement comme celui qu'on a observé pendant l'après-guerre. En fait, c'était pas le cas. L'action de l'État, comme j'espère qu'on aurait l'occasion de voir, mais vous pouvez voir dans les livres lors de l'État droit dans les murs, ce qui se passe pendant la pandémie, ce n'était pas la même manière d'intervenir dans l'économie comme avant, mais il y avait, on fait rapport très souvent à cette époque-là pour montrer que si l'État dépense plus, ce ne va pas forcément dégrader les finances publiques et les finances publiques doivent servir aux gens et pas les contraires. Ce n'est pas les gens qui devraient être en précarité pour s'assurer que les finances publiques sont en équilibre, mais plutôt les contraires. On devrait assurer l'équilibre de l'économie, le bien-être des gens, le bien-être de l'économie, et les finances publiques devraient être un instrument pour cela. Okay? Bien sûr qu'on est tous d'accord que le monde de 45 n'est pas le monde d'aujourd'hui, mais ça sert pour plusieurs économistes pour montrer, écoute, on a déjà d'autres manières de faire des choses qui ne sont pas les manières qu'on a aujourd'hui dans la période néolibérale, qui est en fait la période qu'on va étudier ensemble à la prochaine séance. Et ça va être beaucoup plus courte que la partie qu'on a vue aujourd'hui. Donc c'est juste vraiment la fin.
Et après cela, on va rentrer vraiment dans la partie du budget, la partie plus pratique, mais avec mais déjà maintenant avec une perspective plus large des tendances historiques dans les finances publiques. Je vous laisse ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums pour vous poser les questions. Et je suis là pour vous répondre. Et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt.